Parle-nous donc de... Là, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de partie 2 du nucléaire. Là. Oui, alors donc... j'ai appris aujourd'hui qu'il y aurait eu une offensive et une rupture du front sur Kharkiv. Kharkiv, c'est-à-dire la version... Kharkiv, c'est la façon de prononcer Kharkov, en fait. Il y a Kharkov et Kharkiv. C'est où Kharkiv, ça c'est la version ukrainienne. Non, en Ukraine. Et Kharkov, c'est la version russe. Bon, oui, hein, c'est toujours pareil. Alors donc, bon, là... Vladimir Poutine, il avait fait une, il avait annoncé des manœuvres stratégiques, des manœuvres pré-stratégiques, c'est-à-dire d'armes non conventionnelles, mais tactiques et non pas stratégiques. Voilà. Donc c'était en prévision visiblement d'une offensive qui a été annoncée ce matin. Voilà. Donc ce que je dis, c'est que en fait, il faut porter une volonté de paix, en fait. C'est ça le truc. Dans un contexte de guerre, ceux qui apparaissent véridiques face à l'histoire, en fait, avec un grand H, ce sont eux qui auront porté une volonté de paix. C'est mon cas, mais c'est le cas de d'autres. Hein. C'est le cas de bien d'autres personnes sur cette planète. Ils ne sont pas écoutés. Et quand je porte cet avertissement, bah, c'est très clair et sans ambiguïté. Mais la France, elle est déjà là-bas ou pas? Évidemment, alors je pense que la France... bon, alors... Il faut savoir qu'un contracteur qui est extrait d'une armée X ou Y d'ailleurs, hein. C'est vrai, ça fait 30 ans que ça dure hein, cette affaire-là, même 40 ans. Un contracteur, il augmente son niveau de rémunération quand il change de statut. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il sort d'une armée régulière, il est payé, bon, un contracteur dans l'armée régulière, bon, dans les armées régulières X ou Y, ils sont payés environ 3 000, un soldat de rang, un soldat du rang, quoi, 3 000 euros, quoi. 3 500, ça dépend de... Pour aller au casse-pipe. Non, pour être dans une armée X ou Y, 2500, 3000, bon. Et quand il passe au statut de contracteur, c'est du droit privé. Tu vois, le droit privé, bah, ça peut monter à 10 000, 20 000. Ça dépend de sa fonction. Du coup, il y a plein de soldats qui sont dans le droit privé, là. Ils ont le droit, hein, c'est leur libre arbitre. Hein, c'est des mercenaires, non? Oui, on peut appeler ça mercenaire, hein, c'est un jeu, c'est une terminologie assez barbare. Il faut payer 10 000 euros par mois. Bah, il peut être en fonction des paramètres de situation, quoi. Il peut aller jusqu'à 10 000, 30 000, ça dépend de ce qu'il va faire. S'il est au service d'une personnalité, pour assurer la sécurisation d'une personnalité, et celui-là, il va peut monter à 20 000, 30 000, hein, ça dépend. Hein. Il sera le plus riche du cimetière. Non, mais pas forcément, c'est pas forcément dangereux. Ceux qui sont à l'encadrement de troupes, ils ont un savoir-faire qu'ils vont déléguer en fait. S'ils sont à l'encadrement de troupes du contingent, bon, c'est pas trop dangereux comme truc, hein. À part les accidents, les aléas du terrain, quoi, des terrains, des manœuvres, on va dire. Mais sinon, ils vont pas risquer grand-chose. Hein. Là, c'est tranquille. Là, ils sont pas en première ligne. Là, c'est tranquille. Bon, alors quand un soldat change de statut, il passe au statut de contracteur, il n'implique pas son pays. C'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'implique pas son pays, il s'implique lui-même, quoi. Voilà, c'est tout. Donc du coup, le pays n'est pas engagé. C'est vrai pour les contracteurs du monde entier. Hein. Moi, j'ai entendu un truc. C'est vrai pour les... Parce que comme toi, tu es un peu spécialiste de tout ça. Bah non, je suis pas spécialiste, j'essaie de me renseigner. Voilà, et ben... Non, les spécialistes, ils parlent pas. Ouais. Les vrais spécialistes, ils parlent pas. Si j'ai vu sur Internet, j'ai vu un vieux spécialiste, ça fait 40 ans qu'il est sur le sujet de ce que tu as marqué sur ton panneau, là. Oui, voilà. C'est ce qu'il a dit. En cas de gros boom, là, alors il y a petit, moyen, grand, mais il y a 13 km, 20 km, 40 km, bon, ça dépend de la grosseur. Oui. Il a dit il fallait se mettre... Pardon, monsieur. Non, je filme pas. Alors le monsieur, il a dit il faut se mettre ou 2 étages en dessous, dans le métro ou sous-sol, parce qu'en fait, le truc, quand il pète, le radion, je sais pas quoi. Mais il y a un flash lumineux, la première des choses. Voilà, il part en hauteur. Il ne faut pas regarder le flash lumineux, sinon voilà, t'es aveugle. Mais il faut rester... mais après, c'est irradié. Mais pour pas être irradié, il faut rester à la cave, en sous-sol. Et après avoir un compteur Geiger. Tu connais le compteur Geiger? Oui, je connais. Et là, tu vas voir ça, c'est de la théorie. En réalité, il y aura tellement d'affolement, c'est le chaos total. Parce que dès qu'il y a utilisation de ce type d'armes, parce que donc c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, sauf à Nagasaki et Hiroshima. Ouais. Mais après Nagasaki et Hiroshima, il y a eu des tests atomiques à l'air libre, c'est-à-dire sur des îles dans le Pacifique ou en Sibérie. Les deux protagonistes de la guerre froide ont exercé des tests. Donc les Russes, ils faisaient leurs tests en Sibérie. Et les Américains dans le désert de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Voilà, et Chirac, il faisait un Mururoa. Dans le Pacifique. Mururoa, Chirac aussi, voilà.
Donc il y a un problème à la barrière de corail, hein, attention, qui a été fissurée. Bon, ça c'est une autre discussion encore. Mais voilà quoi. Donc les gens ont fait des tests. Donc ce sont des tests qui démontrent le caractère opératif de la bombe. Parce que le test, quand les Russes ont fait un méga test de la bombe Tsar, mais elle n'était pas poussée à maximum en termes de puissance. Hein. Donc ils ont fait un test en Sibérie de la bombe Tsar. C'était en pleine guerre froide, c'était un avertissement en fait. C'était un avertissement. Mais les tests sont à la fois des avertissements faits à l'adversaire, et en plus ce sont aussi des tests opératifs, c'est-à-dire pour voir si véritablement la bombe elle est opérative. Voilà, si vraiment elle est fonctionnelle, on va dire. Ils peuvent nous envoyer une bombe, mais voilà, il n'y aura rien à l'intérieur des fois. Dans l'absolu. Hein. Ça existe, tu sais, une bombe, mais dedans elle n'est pas irradiée, quoi. Il n'y a pas de. Non, mais là, ça s'appelle la bombe à neutrons. Non, mais la bombe qui a rien dedans, ça existe, ça? Non, non, la bombe à neutrons n'est pas irradiante. Enfin, elle est irradiante, mais pas sur la longue durée. Il n'y a pas de contamination nucléaire. Bon, la bombe à neutrons, c'est quelque chose qui peut être miniaturisé, je pense, et qui peut être utilisé, mais c'est une bombe nucléaire, attention. Mais elle n'est pas, c'est pas une bombe irradiante, c'est pas une bombe qui va contaminer une zone pour 150 ans. Non, non, c'est autre chose, ça encore. Ça, c'est un autre problème encore. Mais sinon, nous, là, on est engagé visiblement dans un bras de fer qui me conduit à dire qu'il s'agit on est en instance de guerre mondiale. Hein. Ça, c'est clair. Faut pas se mentir non plus. Hein. Là, les gens sont tranquilles, là, ils vaquent à leurs occupations. Ils sont tous partis en long week-end, Oui, non, mais ça, c'est normal, dans le monde entier. Hein. Mais soyez pas trop tranquilles, hein, parce que là, intuitivement, je me dis que là, c'est monté, hein, c'est monté en puissance. Donc moi, je me dis que, attention, il vaut mieux prévoir les choses en amont que laisser faire les choses. Est-ce que tu connais l'histoire de se planquer? Est-ce que tu connais l'histoire de se planquer en sous-sol? Non, mais attendez. C'est bon ou pas? Non. Par exemple, il a dit ça sur YouTube. Hein. Les tests nucléaires dans le Nevada, les gens savaient ce qui va arriver. Donc, ils avaient des espèces de lunettes particulières qui filtraient la lumière. Ah oui, c'est ça, faut pas regarder ça. Ouais. Et ils étaient à une distance. Mais dans le Nevada, attention, et ensuite, les manœuvres nucléaires, eh ben, elles ont impliqué des troupes elles avaient une espèce de compteur, justement. C'était pas un compteur Gégère, hein. Ils avaient une espèce de pastille, une petite carte avec une espèce de pastille qui change de couleur en cas de radiation, en cas d'augmentation du seuil radioactif. Mais le problème, c'est que c'était trompeur, c'était un test. Il y a énormément de soldats qui ont été, des régiments d'ailleurs, lors des manœuvres nucléaires américaines, des régiments ont été envoyés sur l'épicentre quelques jours ou quelques heures après l'explosion. Et il y a eu contamination, mais à l'époque, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas vraiment au courant, ils étaient en phase de test. Des incidents sur le corps humain d'une irradiation. Ils se doutaient, hein, il y avait des prospectives, mais il y avait du doute. Donc du coup, les soldats qui ont été envoyés là-dessus sur l'épicentre, quelques heures après ils avaient juste une pastille, alors que quand tu vas sur un épicentre, il faut avoir une tenue NBC. Dans le pire des cas, il faut avoir une tenue NBC, nucléaire bactériologique, totalement hermétique. Et là, tu risques rien. Mais si tu vas, sans rien. Alors je sais pas s'il y en a. Toi, ça te fait peur tout ça, moi de toute façon. Mais le nucléaire, c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est l'infiniment petit. Ça me fait pas peur, moi. Non, mais c'est pas ça. La mort ne me fait pas peur. Mais la mort, c'est la vie. C'est pas une question de mort. La mort, c'est la vie. C'est une question de ne pas identifier la source du problème. Ce qui relève de l'infiniment petit fait peur parce que c'est pas discernable, on le voit pas, on l'identifie pas. Donc les gens, et les virus, ça fait peur parce qu'on les voit pas à l'œil nu. On ne sait pas comment ils agissent insidieusement dans le corps. À l'état latent, des virus peuvent rester à l'état latent 20 ans et agir au bout de la 21e année. T'es mort au bout de la 21e année. Ils vont pas agir pendant 20 ans. Ils vont agir quand tu as une rupture du système immunitaire, quoi. C'est tout. Là, ils vont agir. Je sais pas si c'est la première à droite ou deuxième, on va voir. Ce qui fait peur, c'est l'infiniment petit et l'indiscernable. Ce qui n'est pas identifiable. C'est ça qui fait peur. Et le nucléaire, c'est ça. C'est le rayonnement nucléaire, on peut pas à part avoir un compteur. C'est déjà trop tard. Si tu as été soumis à un rayonnement... Un compteur Geiger. Non, c'est pas Geiger, c'est Geiger. Oui, Geiger. Geiger. Oui, voilà. Mais ça a bien le mot, ça porte son nom. Hein. Geiger, il joue à la Geiger. Non, mais Geiger, évidemment. C'est un nom composé. C'est l'inventeur Geiger, monsieur Geiger. Mais voilà, c'est un nom composé, il y a deux inventeurs. Ah mais ouais. Bon, voilà quoi. Donc... Non, mais là, on est dans une dynamique de guerre mondiale, faut le savoir. Parce que les deux protagonistes ne vont pas céder.
visiblement, personne ne veut céder. À un moment donné, quand personne ne veut céder, il faut qu'il y ait une troisième entité, un troisième référentiel qui vienne s'inscrire dans le jeu pour mettre de côté. Donc il y aura une table de discernement en fait. Il faut qu'il y ait un troisième partenaire qui vienne discuter et vienne mettre d'accord les deux protagonistes. Et les deux protagonistes, c'est quoi? C'est la Russie et l'OTAN, c'est tout. Et les Chinois. Et les Chinois. Alors, le troisième protagoniste, ce serait peut-être la Chine. Bah, la Chine, elle est restée neutre. Hein, pas Mitterrand. C'est pas Mitterrand, c'est Macron. Il a vu les Chinois là. Donc, ouais, il a reçu les Chinois là. C'est normal, c'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie. Donc peut-être que la France, elle a des contrats avec la Chine. Hein. Faut savoir, tu regardes l'origine. Regarde, celle-là, elle est belle. Miroiterie de la Victoire. Ah oui, bravo. Rue de la Victoire. Ah oui. Voilà. La Victoire, elle est là. Fondée en 1963. Oui. Donc, voilà, donc, encore la Victoire, regardez que de la victoire. Oui, la victoire. On est dans une victoire, un jour peut-être, Inch'Allah, la victoire pour tous, ouais, pour l'humain. L'humain, pour l'humain. Ouais, arrêtez que le peuple souffle. Ah non, mais le peuple, il faut arrêter de sacraliser le peuple. Le peuple est capable des pires déviances, des pires atrocités, on le voit dans les guerres civiles. Dans les guerres civiles, tu vois que... Regarde les photos là-bas, regarde. Regarde les photos dans la rue là. Ouais, je sais, ouais. Donc, voilà, donc dans les guerres civiles, tu as des peuples en action qui sont hors de tout contrôle et qui agissent de manière funeste. Donc le peuple, il ne faut pas le sacraliser. C'est non, l'homme est un loup pour l'homme. C'est ça. Il faut arrêter de sacraliser le peuple par rapport aux l'homme est un loup pour l'homme. Les oligarchies sont peut-être criminelles, c'est vrai, mais le peuple ne vaut pas. L'oligarchie n'est pas, il est un loup aussi pour l'homme. L'oligarchie est un loup pour l'homme. Mais l'oligarchie, évidemment, c'est... Non, mais le peuple en général, le peuple doit être régulé à un moment donné, il doit être instruit. Le peuple doit être instruit et régulé. Sinon, en cas de chaos, le peuple... souvent, c'est quoi une guerre civile? C'est des gens d'extraction populaire qui s'organisent en milice et qui s'entretuent, c'est tout. Ils vont s'entretuer pour le contrôle d'un quartier, pour le contrôle d'une banque, pour le contrôle de n'importe quoi, d'une infrastructure. C'est ça le chaos. Quand il n'y a plus d'État, il y a un chaos. Mais la nature a horreur du vide. Donc du coup, le chaos, il est rempli par des acteurs qui viennent se substituer au chaos et se substituer à l'État. Voilà, et qui viennent faire n'importe quoi. Donc je filme là, je vais filmer la manif. Voilà, bon, peut-être sinon tu vas faire un troisième truc tout à l'heure, au bout là-bas. Là, je vais faire Adrien après. Ouais, salut. Bon, merci. À plus alors. À plus, on lâche rien, merci pour tout.